BFM TV, le Live Weekend. Philippe Godin. Et BFM TV vous dévoile ce matin un nouveau témoignage particulièrement troublant dans l'affaire de Grande-Synthe. Un jeune homme s'est signalé à la famille de Philippe et aux enquêteurs. Il est persuadé que le guet-apens dans lequel est tombé Philippe lui était initialement destiné. C'est un élément clé, évidemment, dans l'enquête en cours. Camilla Giudice avec Florian Porras. C'est tout près de l'endroit où Philippe a été tué qu'un autre jeune homme, que nous appellerons Matteo, affirme avoir eu rendez-vous avec une femme la nuit même du meurtre. Il dit l'avoir rencontrée sur le forum de discussion Coco. Je les ai abordés sur Cocoland en premier, comme des gens normaux, on parle. Salut, ça va, tu fais... Bref, on a parlé. Après, je vais être honnête, elle voulait des sous. Voilà, bref, j'ai proposé des sous, 150 €. D'après Matteo, son interlocutrice lui propose alors un rendez-vous le soir même, vers minuit et demi. Elle m'a donné une adresse devant la mairie de Grande-Synthe. Je me suis demandé une photo, ils m'ont envoyé une photo googlisée. C'est-à-dire une photo trouvée sur Google. Le jeune homme explique comprendre à ce moment-là qu'il s'agit d'un piège, pense qu'on veut le dépouiller, mais il continue la discussion, prétend qu'il arrive. D'après lui, son interlocutrice se fait pressante, il décide alors de la confronter. Oui, à minuit 40, je leur dis exactement, non, je serai pas là, bref, je serai pas là. Et ils ont commencé à insulter, bref. Je leur ai dit que je savais que c'était faux, pourquoi ils faisaient ça. Ils m'ont sorti, c'est la res. Donc la res, entre parenthèses, ça veut dire en gros, c'est la galère. Il affirme avoir contacté la famille de Philippe, puis avoir raconté son histoire aux policiers du commissariat de Dunkerque après avoir appris le meurtre. Aujourd'hui, il dit culpabilisé, persuadé que cela aurait dû être lui. Avec vous, nous ont rejoint en plateau Abel Boilly. Bonjour, vous êtes Bonjour. le président de l'association Tous Unis. Vous travaillez auprès de la jeunesse, essayez de l'éduquer, et il y a du travail. Éléonore Carrois, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes députée Renaissance des Français établis hors de France. Amandine Atalaya, éditorialiste politique BFM TV, avec nous. Bonjour Amandine. Ce témoignage de Matteo, il est extrêmement intéressant parce que, évidemment, c'est la justice qui dira par l'analyse des téléphones, comme l'a expliqué la procureure, si Philippe était juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment, ou si un guet-apens lui avait été tendu à lui personnellement. Mais ce qui est intéressant dans le témoignage de Matteo, c'est de comprendre que ces jeunes avaient un mode opératoire, avaient un mécanisme très préparé pour tendre ces guet-apens. Ça nous enseigne des choses sur quand même la manière dont ils avaient prémédité leurs actions. Bien entendu, et c'est un témoignage qui glace le sang parce qu'il y a un conglomérat de beaucoup de choses qui ne vont pas. La mauvaise utilisation des réseaux sociaux au travers ce site Coco qui est aussi appelé Cocoland, CocoX, CocoChat, parce qu'à travers plusieurs noms de domaine, on peut avoir accès à ce site. Et il est important de dire que dès la fin de l'école primaire, on a eu affaire à des jeunes qui allaient sur ce site parce que c'était une alternative à l'interdiction parentale d'être par exemple sur Instagram, sur Snapchat, TikTok ou Telegram. Et des jeunes qui se vantent, qui peuvent aller dessus parce qu'il n'y a aucune vérification, ils peuvent mettre l'âge qu'ils veulent et avoir accès à du contenu très difficile parce qu'il y a du contenu pédopornographique, il y a le réseau de prostitution des mineurs. Et là, lorsqu'on écoute le témoignage, on voit d'une rencontre avec une tarification de 150 €. Voilà, on ne sait pas, il y a beaucoup de confusion et c'est très compliqué. Et ce qui est le plus dramatique, c'est qu'on a peut-être affaire à une victime collatérale qui n'avait rien à faire à cette histoire, qui n'avait rien à voir. Et l'âge, bien entendu, des criminels, 14, 15 ans, peut-être d'autres personnes qui vont être interpellées dans les heures ou les jours à venir. Donc on est toujours dans ce côté précoce de la délinquance avec une jeunesse qui est dans ses propres règles, une partie de la jeunesse bien entendu, et qui est complètement déconnectée de la réalité parce que imbibée de violence matin, midi et soir sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment très compliqué et très glaçant pour les acteurs de terrain que nous sommes. Vous êtes surpris, vous, qu'à 14-15 ans, on puisse imaginer des scénarios aussi rodés, aussi huilés pour tendre des guet-apens ? Alors très honnêtement, non, parce que nous savons que ça fait des années que ça existe. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'associations et d'acteurs de terrain qui essayent d'interpeller les acteurs publics depuis des années pour la fermeture de ce site Coco. Après, c'est compliqué parce que les serveurs, semble-t-il, sont en Bulgarie, donc voilà, c'est pas forcément évident. Le siège social désormais à Guernesey. Voilà, donc voilà. Mais néanmoins, on a toujours un train de retard par rapport à l'utilisation d'Internet des jeunes. Nous avons par exemple un programme qui s'appelle Les dangers de la génération TikTok. Et lorsque nous demandons à ces jeunes qu'est-ce qu'ils font sur Internet, on nous parle de vidéos de meurtres, de viols, de décapitations, de scams, comme si c'était normal, avec des contenus qui sont vus matin, midi et soir, et des jeunes qui peuvent passer, lorsqu'ils n'ont rien à faire, 10 à 15 heures par jour sur Internet. Donc, vous me disiez, pardon pour éclairer ce que vous dites, oui, juste avant de commencer ce plateau, que vous aviez des élèves de CM2 bien sûr.
donc de primaire. Bien sûr. Il vous disait allez sur ce site Coco. Bien sûr. Et pour vous dire, moi, je ne connaissais pas spécialement ce site. Et souvent, j'apprends même du contenu au travers des interventions jeunesse que moi et mes équipes nous faisons. Donc, effectivement, dans une classe de CM2, j'ai pu avoir, et même encore avant, dans une classe de CE1, on m'a parlé de ce site-là. Donc, effectivement, il faut faire très attention parce que Internet et sa prolifération a, engendré des fractures générationnelles au sein même de certaines cellules familiales. Donc il y a des parents qui sont complètement largués quant à l'utilisation d'Internet et des enfants qui se vantent de pouvoir aller dessus en faisant fi des interdictions parentales. Éléonore Carrois, on sait que les écrans, c'est un des sujets qui a été évoqué par le président de la République pour essayer de lutter contre cette violence des jeunes. Est-ce qu'on peut imaginer, alors ce n'est pas simple, mais que la France engage une procédure contre ce site Coco? Évidemment, il faudra que ça prenne une dimension à minima européenne. Mais est-ce qu'on peut imaginer des recours contre ce site quand on découvre ce qu'il permet? C'est effectivement glaçant ce témoignage et vos propos, monsieur, le sont d'autant plus lorsque l'on voit la jeunesse des enfants qui sont exposés à ce type de contenu, mais de manière générale, en réalité, l'absence de filtre et la facilité d'exposition à cette forme de violence terrible. Moi, je pense que c'était exactement les propos du Premier ministre lors de sa déclaration il y a 2 jours, il me semble, sur la question des causes de la violence des jeunes, des mineurs, des enfants parfois. Et il y a clairement cette surexposition et cette difficulté, vous l'avez dit tous les deux, à réguler ces contenus. Il y a des choses qui sont faites. Il y a par exemple la proposition de loi de mon collègue Marc Angeli pour créer une majorité sur les réseaux sociaux à 15 ans. Il va falloir voir comment est-ce que c'est applicable, comment est-ce que c'est régulable. Mais en tout cas, l'idée me semble bonne. Il y a aussi les travaux qui sont en ce moment en cours à l'Assemblée nationale pour limiter l'exposition des enfants aux écrans. Mais on voit qu'il y a une fracture, vous disiez générationnelle, il y a aussi une fracture sociale. Parce qu'il est clair que lorsque les parents sont derrière, même si peut-être ils ne maîtrisent pas les codes, ils peuvent maîtriser le temps d'exposition, parfois les contenus. Et on voit qu'il y a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, dont les parents ne savent pas. Et lorsque vous parlez de 15 heures par jour, c'est tout simplement affolant. Comment s'y prendre pour essayer de lutter contre cette violence? Quand on entend ce témoignage de Mathéo ce matin qui nous permet de comprendre ce mode opératoire, on se dit que tout cela est très pensé, il y a du machiavélisme derrière tout ça. Il y a un mot qui a interpellé beaucoup de monde, celui employé par Gabriel Attal, puisque vous le citiez il y a un instant, quand il a parlé de ces jeunes agresseurs. On va le réécouter, c'était jeudi soir face à BFM. Je pense que le terme de barbare, quand on a les éléments qui nous sont communiqués aujourd'hui, je lis comme vous ce que dit l'enquête. On parle d'un homme qui a été, vous avez dit passé à tabac, mais qui a été véritablement et manifestement supplicié. Le mot est fort, mais il laisse entendre que ces jeunes sont décivilisés. Et franchement, il y a quand même un problème évident. Et à un moment donné, c'est bien aussi de mettre les mots. Le Premier ministre a aussi rappelé que tout se ferait dans le strict cadre de notre Constitution. Donc il faut regarder ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est souhaitable, ce qui peut avoir un impact réel, mais surtout s'assurer que personne ne sent qu'il y a cette impunité, qu'aucun jeune ne considère qu'il peut faire n'importe quoi sans qu'il n'y ait de réponse. Alors il y a plein de réponses qui ont été annoncées, aussi des réponses sur le cadre des études, aussi des réponses par rapport aux parents. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et pas simplement la réponse répressive. Cette excuse de minorité, est-ce que vous pensez que la faire sauter pourrait freiner, pourrait ramener à la raison des jeunes, qui pourraient se dire bon finalement on serait plus lourdement sanctionné en commettant ces actes? Alors il y a 2 choses. Premièrement, ramener à la raison les jeunes. Un jeune qui est sur le chemin de la perdition, il y en a qui peuvent revenir à la raison par la prévention, mais il y en a qui malheureusement ont besoin de passer par la case sanction, voire répression, pour revenir dans le droit chemin. Et encore dans les cas les plus difficiles, ils ne reviennent pas. Donc moi je suis sur le volet préventif. Et il est vrai que je vais donner un autre exemple. J'étais il y a quelques jours sur Strasbourg. D'ailleurs, je salue le groupe de la section 2.2 du Centre Épide qui nous regarde. Et j'étais avant-hier à côté d'Angers et j'ai parlé de la notion de l'interdit, en fait. Quand vous m'avez présenté, vous avez dit que j'éduquais les jeunes. Et aujourd'hui, les acteurs de prévention que nous sommes devenus des compléments d'éducation, alors qu'à la base, ce n'était pas notre rôle. Et nous avons débattu sur la notion de l'interdit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait frissonner parce que depuis des décennies, on part sur le principe qu'il est interdit d'interdire, mais l'interdit lorsqu'il est juste. Seconde 68, non? Oui, voilà, exactement. L'interdit, lorsqu'il est juste, il est salutaire. Il est tout à fait normal qu'il soit interdit, par exemple, pour un homme de toucher le corps d'une femme sans son consentement. Et il est important de
retravailler sur ces bases, parce que des fois on pense que les solutions sont grandiloquentes ou qu'il faut mettre des milliards par-ci. Non, il faut retravailler avec les jeunes, avoir une approche psychologique, parce qu'on a des jeunes aussi qui sont cassés socialement, des cellules familiales qui sont brisées, la notion de l'absence du père. On est dans une génération, et je le dis vraiment de façon très forte, où le nombre d'agressions sexuelles est effarant chez les adolescents. Je traite un nombre de cas, vraiment, ça me fait peur à tel point que par moment, je deviens parano sur la question. Il y a un problème du manque de respect de la femme qui est très important. Donc, il y a ce travail qui va être fait et j'espère que pendant ce Grenelle aussi, que les acteurs de terrain qui vont être appelés ne soient pas toujours les mêmes que l'on voit partout, c'est-à-dire ces gros mastodontes qui prennent toutes les subventions et que l'on connaît, mais que l'on puisse appeler aussi des acteurs qui sont vraiment sur le terrain, que l'on connaît un peu moins et qui font vraiment, entre guillemets, le sale boulot. Je crois qu'il y a un appel qui vous est passé. En tout cas, ce Grenelle, il commence et évidemment, ça va ouvrir des débats passionnants et absolument nécessaires pour ces 8 prochaines semaines. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du live BFM.